Nous ouvrons maintenant la deuxième grande partie du cours. Jusqu'à présent, nous avons étudié les extrêmes dans un cadre essentiellement univarié et statique, en supposant le plus souvent que les observations étaient indépendantes et identiquement distribuées. Ce cadre nous a permis d'introduire les lois GEV pour les maxima, les lois GPD pour les dépassements de seuil, les processus ponctuels et les principales méthodes d'estimation. Nous allons désormais lever progressivement deux hypothèses très restrictives. D'abord, nous allons introduire une dimension dynamique dans une série temporelle. Les observations successives peuvent être dépendantes et les événements extrêmes peuvent apparaître en groupe. Ensuite, nous passerons au cadre multivarié, où plusieurs composantes peuvent devenir extrêmes simultanément. La première étape de cette partie concerne donc les lois limites du maximum et des dépassements de seuil pour des séries temporelles stationnaires. L'objectif sera de comprendre ce que la dépendance temporelle change par rapport au cas IID, et en particulier pourquoi elle conduit à introduire l'indice extrémal et la notion de cluster d'extrêmes. Dans une série temporelle, l'hypothèse IID peut être très éloignée de la réalité. Un événement extrême survenant aujourd'hui peut augmenter la probabilité d'observer encore une valeur élevée demain ou dans les jours suivants. C'est le cas, par exemple, d'une tempête, d'une crue, d'une vague de chaleur ou d'une période de forte volatilité financière. Les extrêmes ne sont donc plus nécessairement isolés, ils peuvent apparaître par groupes que l'on appellera des clusters. Pour étudier ce phénomène sans introduire immédiatement une évolution déterministe dans le temps, le polycopier suppose d'abord que la série est strictement stationnaire. Cela signifie que la loi probabiliste d'un ensemble d'observations ne dépend pas de la date à laquelle on commence à l'observer. Si l'on décale tout un bloc d'observations dans le temps, sa loi reste la même. Cette hypothèse implique notamment que toutes les observations ont la même distribution marginale notée F. Mais il faut insister sur un point. Stationnarité ne signifie pas indépendance. Les observations peuvent être fortement dépendantes, à condition que cette structure de dépendance reste elle aussi stable dans le temps. Pour mesurer précisément l'effet de cette dépendance, on introduit une série de références, la série associée IID. Elle possède exactement la même distribution marginale F que la série initiale, mais ses observations sont indépendantes. Cette construction est fondamentale. Si les deux séries ont les mêmes marginales mais des comportements extrêmes différents, cette différence ne peut venir que de la dépendance temporelle. Nous allons donc constamment comparer le maximum de la série stationnaire au maximum de cette série IID associée. Considérons maintenant le maximum des premières observations d'une série strictement stationnaire. Comme dans le cadre IID, on cherche des constantes de centrage et d'échelle permettant d'obtenir une loi limite non dégénérée lorsque la taille de l'échantillon devient grande. Le résultat important est que la dépendance temporelle ne détruit pas nécessairement la structure GEV. Lorsque la dépendance des extrêmes n'est pas trop forte, les seules lois limites possibles restent de type GEV. Mais la loi limite obtenue peut être différente de celle que l'on aurait observée en supprimant la dépendance. C'est précisément pour comprendre cette différence que l'on compare le maximum de la série réelle au maximum de la série IID associée. Les deux séries ont les mêmes distributions marginales, elles ont donc la même queue individuelle et le même domaine d'attraction. Ce qui change est la façon dont les grandes valeurs se répartissent dans le temps. Si les extrêmes surviennent isolément, la situation est proche du cas IID. En revanche, s'ils arrivent par groupe, plusieurs dépassements voisins peuvent correspondre en réalité à un seul épisode extrême. Par exemple, une même tempête peut produire plusieurs heures successives de vent très fort. La dépendance réduit ainsi le nombre effectif d'épisodes extrêmes indépendants. Cette réduction est résumée par un paramètre compris entre 0 et 1, appelé indice extrémal et noté θ. L'idée centrale à retenir est donc la suivante. La loi marginale contrôle la nature de la queue, tandis que l'indice extrémal mesure l'effet
supplémentaire du regroupement temporel des extrêmes. Nous allons maintenant préciser les conditions de dépendance qui permettent de formaliser cette séparation. La première condition introduite est la condition D au niveau extrême considéré. Son objectif est de contrôler la dépendance à longue portée. La quantité affichée sur la slide compare deux probabilités. D'un côté, on considère la probabilité que toutes les observations de deux groupes d'indices restent sous le seuil extrême. De l'autre, on calcule ce que serait cette même probabilité si les deux groupes étaient indépendants. La différence entre ces deux quantités mesure donc le défaut d'indépendance entre les comportements extrêmes des deux blocs. On prend ensuite le pire cas possible parmi tous les blocs séparés par une distance au moins égale à une longueur donnée. La condition D demande qu'il soit possible de choisir une distance de séparation qui augmente avec la taille de l'échantillon, tout en restant petite relativement à cette taille et telle que le défaut d'indépendance tende vers 0. L'interprétation est très importante. Deux groupes d'observation suffisamment éloignés dans le temps doivent devenir presque indépendants lorsqu'on ne regarde que les événements extrêmes. Le polycopier décrit la distance de séparation comme une sorte de zone tampon entre les blocs. Cette condition est moins forte qu'une hypothèse générale d'indépendance, ou même qu'une condition de mélange imposée à tous les événements possibles. Elle ne porte que sur le comportement au voisinage du seuil extrême étudié. Elle permet surtout une technique de bloc. On peut découper l'échantillon en grands blocs séparés par de petites zones tampons. Les zones tampons deviennent négligeables, tandis que les grands blocs se comportent presque comme des blocs indépendants pour les événements extrêmes. La condition D élimine donc essentiellement la dépendance extrême de longue portée. En revanche, elle n'empêche pas plusieurs dépassements de se produire très proches les uns des autres à l'intérieur d'un même bloc. C'est précisément cette dépendance locale qui fera apparaître les clusters. Nous arrivons maintenant à la notion centrale de cette partie, l'indice extrémal. On choisit d'abord une suite de seuils extrêmes, de telle sorte que, marginalement, le nombre moyen de dépassements dans un échantillon de taille n reste asymptotiquement égal à une constante positive, que l'on note tau. C'est exactement le même régime de seuil rare que dans le cadre IID. Pour la série IID associée, nous savons déjà ce qui se passe. La probabilité qu'aucune observation ne dépasse le seuil converge vers la probabilité de 0 événement dans une loi de Poisson de moyenne taux. Dans la série dépendante, sous la condition D, et lorsque la limite existe, cette probabilité prend la même forme générale, mais taux est multiplié par un facteur θ compris entre 0 et 1. Ce facteur, c'est l'indice extrémal. Son interprétation est celle d'un coefficient de réduction du nombre effectif d'événements extrêmes. Si θ vaut 1, la dépendance temporelle ne modifie pas asymptotiquement la loi du maximum. Pour les extrêmes, la série se comporte comme la série IID associée. Si θ est inférieur à 1, les dépassements tendent à se regrouper. On observe alors moins d'épisodes extrêmes indépendants que de dépassements individuels. Par exemple, 4 observations successives au-dessus du seuil peuvent correspondre à un seul épisode météorologique persistant. C'est pourquoi, pour un même seuil marginal, la probabilité de ne voir aucun dépassement est plus élevée dans une série où les dépassements sont regroupés. Les événements arrivent moins souvent, mais lorsqu'ils arrivent, ils peuvent produire plusieurs dépassements à la suite. L'indice extrémal ne mesure donc pas l'épaisseur de la queue marginale. Cette dernière est identique dans la série réelle et dans la série IID associée. Il mesure uniquement l'organisation temporelle des extrêmes, et plus précisément, leur tendance au clustering. Cette slide précise comment l'indice extrémal modifie la loi limite GEV du maximum. Supposons que la série IID associée conduise, après la normalisation habituelle, à une loi GEV. Dans la série dépendante, lorsque l'indice extrémal est strictement positif, la limite reste encore une loi GEV. La dépendance temporelle ne fait donc pas apparaître une nouvelle famille de lois limites. En revanche, les paramètres de cette GEV sont modifiés.
Le résultat affiché sur la slide donne la relation exacte entre les paramètres de la loi correspondant au cas IID et ceux de la série dépendante. Le point essentiel est que le paramètre de forme XI reste inchangé. C'est parfaitement cohérent avec l'interprétation que nous avons construite. Le paramètre XI caractérise la nature de la queue marginale. Queue lourde de type Fréchet, comportement de type Gumbel, ou existence d'une borne supérieure dans le cas Weibull. Or, la série stationnaire et sa série IID associée possèdent exactement la même loi marginale. La dépendance temporelle ne doit donc pas changer ce paramètre de queue. En revanche, les paramètres de position et d'échelle sont affectés par θ. Le clustering modifie la fréquence effective des épisodes extrêmes et par conséquent le niveau auquel se situe le maximum sur une période donnée. On peut aussi lire la limite comme une puissance de la fonction de répartition GEV obtenue dans le cas IID. Lorsque θ est inférieur à 1, cela correspond intuitivement à un nombre effectif d'observations extrêmes indépendantes plus faible. Pour les applications, cette distinction est capitale. On peut estimer correctement la forme de la queue marginale tout en obtenant des niveaux de retour erronés si l'on ignore le regroupement temporel des extrêmes. L'indice extrémal constitue donc le mécanisme qui relie l'analyse marginale de la queue à la dynamique temporelle des maxima. La condition D contrôle la dépendance entre événements extrêmes éloignés. Elle ne suffit cependant pas à éliminer les regroupements de dépassement à courte distance. C'est le rôle de la condition D'. La condition présentée sur la slide examine la probabilité qu'une observation dépasse le seuil extrême et qu'une autre observation, située peu de temps après, dépasse également ce même seuil. On additionne ces probabilités sur une fenêtre locale et l'on impose que leur contribution devienne négligeable à l'échelle de l'échantillon. L'interprétation est plus simple que l'écriture mathématique. Dans un bloc de plus en plus grand, mais restant petit relativement à l'échantillon total, la probabilité d'observer plusieurs dépassements extrêmes doit devenir négligeable. Un bloc contient donc asymptotiquement, au plus, un dépassement. Il faut bien distinguer les rôles des deux conditions. La condition D dit que des blocs suffisamment éloignés se comportent presque indépendamment. La condition D' dit qu'à l'intérieur d'un bloc, les dépassements ne forment pas de cluster persistant. Lorsque les deux conditions sont satisfaites, simultanément, on retrouve exactement le comportement du cas IID pour le maximum. L'indice extrémal vaut alors 1. Ce résultat donne aussi une lecture très intuitive de θ. Pour obtenir un indice extrémal strictement inférieur à 1, il faut que la dépendance locale soit suffisamment forte pour que plusieurs dépassements puissent apparaître dans un même épisode. Autrement dit, c'est l'échec de la condition anti-clustering qui ouvre la possibilité de clusters non triviaux. La condition D' est donc volontairement forte. Elle est très utile pour retrouver le cas sans clustering, mais elle exclut précisément le phénomène dynamique que nous souhaitons maintenant étudier plus finement avec les processus ponctuels, pour décrire non seulement le maximum, mais toute la dynamique des dépassements dans le temps. Nous revenons au processus ponctuel introduit dans la première partie du cours. On fixe toujours un seuil extrême. Pour chaque observation qui dépasse ce seuil, on place un point à sa position temporelle normalisée entre 0 et 1. Le processus ponctuel permet ainsi de savoir combien de dépassements se produisent dans n'importe quelle portion de la période étudiée. Dans le cadre IID, nous avions obtenu une limite de Poisson homogène. Les dépassements rares deviennent asymptotiquement isolés et répartis comme des arrivées indépendantes. Dans une série temporelle dépendante, nous devons utiliser une condition adaptée à l'ensemble des événements de dépassement. La condition delta présentée sur la slide joue ce rôle. On construit les sigma-algèbres engendrés par les indicatrices de dépassement sur différentes périodes, puis on mesure le défaut d'indépendance entre deux familles d'événements séparés par une distance temporelle. La condition demande que ce défaut d'indépendance tende vers 0 lorsque la distance de séparation augmente convenablement avec la taille de l'échantillon. Comme pour la condition D, cette distance augmente,
mais reste négligeable devant la longueur totale de la série. La différence est que l'on s'intéresse ici à toute la configuration des dépassements et non uniquement à l'événement selon lequel un maximum de blocs reste sous le seuil. Cette condition autorise donc une dépendance locale importante. Plusieurs dépassements peuvent encore apparaître très proches les uns des autres. Ce que l'on demande essentiellement, c'est que des groupes de dépassements suffisamment éloignés deviennent indépendants. C'est exactement le cadre nécessaire pour faire apparaître une limite constituée de clusters indépendants. Les clusters eux-mêmes arriveront selon un mécanisme de Poisson, tandis que plusieurs dépassements pourront être regroupés à l'intérieur de chaque cluster. Cette slide donne le résultat limite qui remplace le processus de Poisson simple lorsque les extrêmes d'une série temporelle apparaissent par cluster. Sous la condition delta, et avec le même régime de seuil rare que précédemment, si le processus ponctuel des dépassements admet une limite, cette limite est nécessairement un processus de Poisson composé homogène. Cette structure comporte deux niveaux. Au premier niveau, les clusters arrivent dans le temps selon un processus de Poisson. Leur intensité est réduite par l'indice extrémal θ. Par rapport au cas IID, où l'intensité serait gouvernée directement par tau, les épisodes extrêmes distincts arrivent donc avec une fréquence effective multipliée par θ. Au second niveau, chaque arrivée n'est plus nécessairement un dépassement unique. Elle porte une taille aléatoire. Un cluster peut contenir 1, 2, 3 ou davantage de dépassements. La loi de cette taille est notée π. La quantité définie dans la seconde partie de la slide sert précisément à identifier cette loi de cluster. On considère un petit bloc temporel, suffisamment long pour pouvoir contenir un cluster, mais suffisamment court relativement à l'échantillon total. Conditionnellement au fait qu'au moins un dépassement se soit produit dans ce bloc, on regarde la probabilité d'en observer exactement un certain nombre. Si, lorsque la taille de l'échantillon augmente, ces probabilités convergent vers une distribution π, alors on obtient la distribution asymptotique de la taille des clusters. Les conditions imposées aux longueurs de blocs et aux distances de séparation garantissent que les clusters distincts peuvent être isolés asymptotiquement. On retrouve donc ici la raison pour laquelle le processus de Poisson composé avait été introduit plus tôt dans le cours. Dans le cas IID, chaque arrivée porte un seul dépassement. Dans une série dépendante, une arrivée représente plutôt un épisode extrême et cet épisode peut générer plusieurs dépassements successifs. Le processus limite décrit ainsi simultanément la fréquence des épisodes extrêmes via θ et leur multiplicité via la loi π. Nous pouvons maintenant donner une interprétation très concrète de l'indice extrémal à partir de la taille des clusters. Sous les conditions de régularité indiquées dans le polycopié, l'indice extrémal et la distribution des tailles de clusters ne dépendent pas du niveau précis tau utilisé pour paramétrer les seuils. On obtient alors une relation fondamentale, l'inverse de θ correspond à la taille moyenne d'un cluster de dépassement. Cette relation donne une lecture immédiate du paramètre. Si θ vaut 1, la taille moyenne des clusters vaut 1, les dépassements extrêmes sont donc asymptotiquement isolés et l'on retrouve le comportement du cas IID. Si θ est égal à 1,5, la taille moyenne d'un cluster est de 2 dépassements. Cela ne signifie évidemment pas que chaque cluster contient exactement 2 observations, mais que la moyenne des tailles, selon la distribution π, vaut 2. De même, un θ égal à 1/4 correspondrait à des clusters contenant en moyenne 4 dépassements. Plus θ est petit, plus les extrêmes ont tendance à persister dans le temps. L'indice extrémal peut ainsi être interprété comme une mesure synthétique de la force du clustering extrême. Il faut cependant distinguer 2 informations. θ donne seulement la taille moyenne des clusters. 2 séries peuvent avoir le même indice extrémal tout en ayant des distributions de taille très différentes. Par exemple, l'une peut produire presque toujours des clusters de taille 2, tandis qu'une autre alterne des clusters de taille 1 et des épisodes beaucoup plus longs. La loi PI contient donc une information plus riche que θ seul. Pour l'actuaire ou le gestionnaire des risques,
Cette distinction est importante. Dans une série de pertes, de niveau de crue ou de vitesse de vent, plusieurs observations extrêmes consécutives ne correspondent pas nécessairement à plusieurs événements indépendants. Elles peuvent être les manifestations répétées d'un même épisode. L'indice extrémal et la loi des clusters permettent précisément de quantifier cette dynamique.